Suite à de multiples claims de la part de Endemol Productions, la présente vidéo aura ses extraits avec le son coupé ou avec des doublages partiels ou complets sur les séquences de l'émission. Veuillez nous excuser pour le désagrément. Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on débriefe le second épisode de l'émission Lego Masters sur M6, émission dédiée à la construction en briques Lego dont on ne doit jamais citer le nom. Au menu de cette vidéo on va débriefer bien évidemment cette émission qui était alors constituée de deux épreuves, la destruction explosive de création en briques danoises et la seconde épreuve dédiée à la construction de ponts. Tout d'abord, ce qu'on peut dire sur cette seconde émission, c'est que vous avez considéré qu'elle nous a donné beaucoup plus de suspense que le premier épisode qui avait été plié en deux coups de cuillère à peau. Là, à 80% quasiment, vous êtes d'accord pour dire que c'était plus fun cette seconde émission. Ensuite, je vous avais posé une question très orientée, mais c'était volontaire, à savoir, est-ce que vous aviez trouvé équitable ou non la première épreuve basée sur la destruction des créations? Et là, la question est vite répondue à quasiment 80%, là encore, 76 pour être exact, vous avez trouvé ces modes de destruction pas équitables, et justement, dans cette vidéo, on va s'axer plus largement sur la première épreuve, beaucoup moins sur la seconde, pour décrypter un petit peu ces explosions et donner un petit peu plus de contexte sur le pourquoi je trouve, à mon sens, que justement, c'était pas très équitable. On pourra relever que sur ce sondage, on m'a quand même dit qu'il manquait Star Wars, c'est pas faux. Astrid qui nous dit que clairement le mieux c'est lancer contre le mur, la pyro c'est pas assez puissant et la batte c'est pas mal. Dan Arthur qui nous dit que la dynamite ça ne fonctionnait pas, visiblement on va voir tout à l'heure qu'effectivement. OGPC qui nous dit que le pétard était largement sous-calibré. Neymad qui dit la dynamite était mal réglée ou alors les candidats n'ont pas eu les informations sur la puissance du truc. Et tous ces commentaires rejoignent un petit peu l'autre sondage que j'avais fait en vous demandant simplement ce que vous aviez le moins aimé dans cette seconde émission. Là, grosso modo, vous êtes encore à me répondre que ce sont les explosions, encore une visibilité inégale, le montage trop rushé toujours. Vous êtes beaucoup aussi à avoir trouvé dommage qu'on n'aille pas plus loin sur l'épreuve des ponts dont on parlera tout à l'heure. Et surtout, c'est ce commentaire-là que je voulais reprendre, celui de Philippe, disant que la première épreuve est totalement déséquilibrée et injuste, pas du tout le même pouvoir de destruction et d'énergie cinétique entre la projection, la mini-explosion, etc. Voilà, évidemment, ceux qui ont eu l'explosion terminent bon dernier. Donc justement, dans la vidéo du jour, on va décortiquer un petit peu les 4 modes de destruction pour discuter un petit peu autour de l'équité ou non qu'on peut leur reprocher. Pour finir sur les sondages où globalement vous étiez plus de 1000 à chaque fois à voter, ce que vous avez le plus kiffé c'est les ponts, suivi des explosions, que 6% pour la Smith à Xavier, putain vous auriez pu faire un effort. Enfin bon, je vous annonce tout de suite qu'on va moins parler des ponts que des explosions dans cette vidéo. Allez, j'arrête d'en causer. On y va. Bon alors tout d'abord, ce qu'on peut dire en préambule de cette vidéo débrief du second épisode, c'est que moi j'ai trouvé quand même bien meilleur que le premier. Effectivement, comme vous avez voté, on a eu beaucoup plus de suspense dans ce second épisode. On a toujours autant de belles images, telles que vous pouvez le voir derrière moi. C'est franchement toujours aussi sympa, toujours aussi agréable à regarder. On a eu des beaux ralentis, beaux slow motion. C'est plutôt bien tourné. Si vous avez l'œil, vous pouvez voir très régulièrement sur le plateau le nombre de caméras infernale qui se situe in the stage. Voilà, c'est la débauche de moyens la plus totale. Malgré le commentaire que je vous ai lu tout à l'heure, je trouve que côté équité, on s'y retrouve vachement plus. On n'a pas que 3 binômes qui sont surexposés en permanence. J'ai eu l'impression quand même, sans avoir refait le découpage de l'Apocalypse de la semaine dernière, j'ai quand même trouvé que clairement c'était plus équilibré en termes de temps d'audience par binôme, par construction, par épreuve. Voilà. À noter d'ailleurs que même si j'ai eu l'impression qu'on avait passé beaucoup plus de temps sur les ponts que sur les explosions, enfin les destructions, globalement le temps d'épreuve est à peu de choses près identique entre la première et la seconde. Côté équité, pour terminer, je reproche à nouveau à l'équipe de production d'avoir remis 2 vidéos de présentation de candidats qu'on avait déjà vues alors qu'on n'avait pas encore fait le tour de tout le casting. En l'occurrence, on a eu à nouveau droit à l'équipe du technicien et du créatif. Franchement, c'était pas utile. De la même manière, on a eu également une seconde fois la présentation de Xavier, le papa belge, qui là dans le cas présent était peut-être un peu plus justifié parce que ils ont fait le show le plus complet durant l'épreuve des ponts, mais je reproche plutôt, et vous êtes assez nombreux à l'avoir dit aussi, le passage bis du créatif et du technicien, sachant que on n'avait toujours pas vu le passage par exemple des inconnus, connaissant le sort funeste qu'il aurait réservé, que leur présentation soit reléguée dans l'extra brique, ça c'est clairement de moins 10 points pour Gryffondor pour la production. 5 points seront enlevés à Gryffondor.
fort. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé la prestation d'Éric Antoine bien meilleure sur ce second épisode par rapport au premier. J'ai trouvé plutôt prévenant à l'écoute et limite au chevet des candidats, comme on le verra tout à l'heure avec les ponts. Néanmoins, il a bien glissé quelques vannes pas ouf, mais quand même c'était vachement mieux. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Et pour finir, on laissera le palmarès des noms d'oiseaux à Disney Brick. Tiens, si j'ai un gosse plus tard, comment je vais faire quoi? Putain, t'imagines? Ouais, c'est une rafale. Ouais, c'est une rafale. Hein. Là, ding ding ding. S'il était dans Demolition Man. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la moelle. Plus besoin de coquillage. Ah, je pense qu'il aurait plus non plus besoin de coquillage. Hein. Sans plus traîner sur cette introduction, on va dépiler les deux épreuves de la soirée, en commençant tout d'abord avec le méga Big Bang. Et à Georges de nous rappeler que ce soir vous aurez 4 modes d'explosion différents. Et on va voir ensemble que les 4 modes d'explosion sont vraiment différents. Et avant qu'on me le dise, oui, je sais que chacun des binômes va désormais tirer au sort leur mode de destruction. Ce qui fait qu'on a un caractère aléatoire dans la première épreuve qui logiquement pourrait rendre mon raisonnement complètement caduque puisqu'ils tirent au sort leur mode de destruction. Oui, je le sais. Et sinon, Georges, tu peux nous rappeler ce que tu attends pour cette épreuve? Ce que j'attends, c'est que ça fasse un très gros boom. si j'ai pas ça, c'est perdu d'avance. Perdu d'avance. Ouais, je pense que le message il est clair et que la question elle est vite répondue. Alors souvenez-vous que là quand même on nous dit que ce qui prime c'est le rendu final à l'explosion. Gardez-le bien en tête parce que vous allez voir qu'il y a deux binômes qui vont prendre cher et je trouve qu'à ce titre-là, au regard du libellé de l'épreuve, j'aurais pas formulé ça comme ça. Allez, maintenant on dépile la première épreuve ensemble en commençant par la projection contre le mur qui projette la création à près de 90 km/h. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va envoyer nos créations à 90 km/h contre un mur. 90 km/h étant la vitesse finale à l'arrivée à l'impact. C'est important. On peut ici, par exemple, calculer assez facilement l'énergie cinétique à l'arrivée contre le mur. Je vous rappelle que la formule de l'énergie cinétique ici, c'est de l'ordre de 1,5 de mv2. Donc 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Le terme qui compte dans cette expression mathématique, c'est la vitesse. Et donc là, c'est bel et bien 90 km/h au carré. Attention, pour que ça fonctionne, tout ça, il faut mettre ça en unité SI, donc du système international d'unité. À noter que ça serait donc le kilogramme pour la masse des constructions, que je n'ai pas, donc on peut pas faire le calcul. Et il faudrait convertir nos 90 km/h en mètres secondes. Mais ça vous donne ici un petit peu la quantité d'énergie pour la projection contre le mur à 90 km/h. Et vous allez voir que très sincèrement, c'est très certainement, on va le voir au fur des autres épreuves, cette épreuve-là qui concentre le plus d'énergie et qui la rend donc très certainement la plus spectaculaire. On enchaîne tout de suite, suite à cette petite explication, avec les créations qui se font exploser. Mise à feu. Bon, il n'y a pas à dire, hein, cette première explosion du rapace de l'espace du technicien du créatif en jette, c'est plus lié, je pense ici, au mode d'explosion qui est vraiment violentissime au possible contre un mur, qui fait qu'on a une belle gerbe dans l'espace qui se répartit bien en volume et qui fait que c'est vraiment impressionnant. Moi, je vous avoue effectivement que je trouve ça très 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 beau, mais là encore, le modèle en lui-même, je pense que n'y joue pas tant que ça. Je pense que c'est vraiment le fait qu'on vienne cracher pleine balle un objet contre un mur qui fait que forcément il se désintègre. On aurait eu quelque chose d'autre, quasiment n'importe laquelle des autres créations, je pense que ça aurait effectivement bien rendu. On appréciera toutefois la qualité des images et des slow motion, ça vraiment c'est tip top. On enchaîne avec le vaisseau de l'alien. Mise à feu. Oh, ça explose bien. Vous avez vu comment je fais bien les bruitages d'explosion? Et là, on peut constater sur cette seconde explosion que les geeks de la brique ont été très malins parce que ils ont fait un vrai panachage de couleurs qui était volontairement placé pour l'explosion. De toute façon, ils ont fait leur devoir. Hein. Si vous regardez, que vous cherchez dans des vieux Lego Space, ce qu'ils ont fait, ça ressemble énormément à un set existant. Et d'ailleurs, ils ont mis deux bonbonnes, deux réservoirs de briques, de briques ou de tiles ou de studs orange sur les côtés, l'alien au milieu qui est vert dans un vaisseau gris.
ce qui fait 3 couleurs principales. Il n'y en a pas 30 millions, donc on ne surjoue pas la couleur. Et dans l'absolu, ils ont été très malins parce que les deux bidons explosent. Ça fait 2 gerbes un peu en mode feu d'artifice avec le orange d'un côté, l'alien en vert en plein milieu. Là, il n'y a pas à dire. Ils ont vraiment fait un vaisseau qui, à l'impact, rend vachement bien. Et là encore, la puissance et l'énergie cinétique récupérée à l'impact permettent de mettre en valeur tout ça dans une belle gerbe digne d'un feu d'artifice, d'un bouquet final. Voilà, c'est ce que je cherchais. On enchaîne avec le second mode de destruction qui s'appelle le Moon Drop, autrement dit une chute libre de presque 5 mètres sur la reconstitution d'un sol lunaire. Et là, on va se repayer un petit cours de physique pour la chute libre. Hein. Ça vous permet un petit peu de comprendre les écarts qu'on pourra avoir en termes de résultats à l'impact. Et prenez pas peur, je vais vous parler de MRUA, Mouvement Rectiligne Uniformément Accéléré. On voit ça en physique, voyons, vous vous rappelez par cœur, je suis pas inquiet. Alors voici les équations horaires du bordel. Alors il manque ici la ligne concernant l'accélération, où c'est G, l'accélération de la pesanteur. Si on intègre l'accélération, on a ici la ligne de vitesse. La vitesse étant égale à la vitesse initiale, ici on aura 0 parce qu'on part de l'échafaudage et la vitesse est nulle, c'est dans les mains à Éric Antoine. Et finalement, l'expression de la vitesse nous concernant, c'est G fois T. G fois T, c'est l'accélération de la pesanteur, G fois T le temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, si on prend 10 en approximation de l'accélération de la pesanteur, l'accélération gravitationnelle, c'est que en fait 10 c'est 10 mètres secondes moins 2. C'est-à-dire qu'en fait toutes les secondes votre vitesse augmente de 10 mètres secondes. C'est ça qu'il faut comprendre, en mètres secondes moins 2. C'est-à-dire du mètres secondes par seconde. Autant dire que on accélère tout le temps. Dans l'absolu, si on fait une chute dans le vide sans frottement dans l'air, si on les néglige, eh bien notre vitesse augmente tout le temps parce que l'accélération de la pesanteur, elle est tout le temps là. Tant qu'on est dans le champ de gravité de la Terre, dans l'absolu, on y est soumis et donc on accélère. Bon, pour la petite histoire, si vous faites du saut en parachute, globalement, un corps humain qui saute, etc., dû au frottement de l'air et dû à l'emprise qu'on prend, la prise au vent, si je pourrais simplifier ça comme ça, on se stabilise autour de 200 km/h quand finalement la pseudo-portance qu'on récupère fait qu'on se stabilise. Bon, là on est dans un cas de chute libre à 5 mètres, donc autant dire qu'on va négliger complètement les frottements de l'air. Si on prend tout ça et qu'on tambouille, si on fait le calcul quand h est égal à 0, que V0 de t est nul et qu'on prend ce terme-là, ça nous permet d'obtenir ici la valeur de t, le temps est égal à la racine de 2 fois la hauteur sur l'accélération, et si on prend ce terme t et qu'on l'injecte ici dans la formule de la vitesse avec V0 égale 0, eh bien ça nous donne ici la formule de la vitesse. Petit cours de physique accéléré pour les nuls. Donc globalement, il faut comprendre que la vitesse à l'impact, c'est la racine de 2 fois la hauteur de chute fois l'accélération de la pesanteur. Et vous allez voir, tout ça pour ça. Pourquoi je vous ai expliqué tout ça, bordel? Eh bien, si on est sur la Terre, voilà, on va rester sur la Terre, sur la Lune on aurait peut-être pour le même résultat parce que la gravité n'est pas la même. Donc ici on prend quasiment 9,81 mètres secondes carrés et du coup on prend une hauteur de chute de 5 mètres et on obtient 10. Alors attention, ne nous faisons pas avoir par les unités, on est à 10 mètres secondes. Si on convertit ça en km/h, ça nous donne 35. Voilà, le bilan et la question elle est vite répondue. C'était pour vous montrer ça, c'est que la chute libre à 5 mètres, ça donne une vitesse à l'impact de l'ordre de 35 km/h. Je vous rappelle que pour le rail de projection, on est à 90 km/h. Donc grosso modo, il y a un rapport de 3 sur les vitesses. Je vous rappelle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, que l'énergie cinétique, donc finalement l'énergie liée au mouvement qu'on a emmagasiné et qui va venir se libérer à l'impact, c'est 1/2 de mv2, donc à masse de Lego équivalent, le m ne bouge pas dans le 1/2 de m, ça bouge pas. Par contre le v carré, c'est la vitesse, donc on va avoir un ratio de 3 sur la vitesse sur un terme qui est au carré, donc autant dire que ça pèse énormément, si vous faites 3 au carré ou 9 au carré, ça fait pas du tout la même chose, donc on comprend énormément pourquoi vous allez voir le résultat tout de suite en regardant l'explosion des papas belges. Wow, mais c'est méga lourd votre truc les Belges, moi je suis magicien, je suis pas crossfitter, je vais tout lâcher, je tiens plus, allez je lâche. Une crêpe!
Eh bien là, je pense que l'analyse d'Éric Antoine est assez juste. C'est une crêpe. Voilà, c'est une crêpe. Effectivement, ce qui se passe, c'est que le rocher se désintègre et vient s'aplatir au sol. Alors il n'y a pas eu de rebond, effectivement. Hein, ça n'a pas sursauté, ça n'a pas remonté. Je pense que peut-être ça doit être assez difficile. Hein, je pense qu'il faut faire des essais pour voir quelle structure permettrait d'avoir une destruction autre qu'un affaissement comme ça. Je vous avoue, parce que là globalement tout s'est affaissé. La seule chose qui a été intéressante effectivement, c'est ce qu'a relevé Éric Antoine, à savoir la quantité de studs brillantes qui étaient contenues à l'intérieur, qui sont remontées un peu, et avec les jeux de lumière de l'éclairage, ça scintillait, c'était mignon, mais sinon on a quand même eu une crêpe, et moi je vous avoue que concrètement c'est vachement moins esthétique. Xavier Alban, je suis désolé, c'est vachement moins esthétique que l'explosion contre le mur. Mais on pourra retenir la petite phrase de Xavier. On a tout pété, mon colonel. Mais oui, mon colonel, on a tout pété, mais c'est encore mieux quand on pète tout avec une batte de baseball. On enchaîne donc avec la batte de baseball. Qui est, puisqu'elle est réalisée par un être humain, fortement dépendante de l'être humain. Oui. Bon là, il n'y a rien à dire, c'est un carton plein, c'est magnifique. En fait, ça revient un petit peu à ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand je parlais des règles, c'est que bon, l'extraterrestre, il est un peu tout moche, hein, c'est une grosse bonbonne en fait. Hein. Ils ont fait un gros truc vert tout moche, enfin c'est un alien donc il est moche par essence, mais le truc contient tellement de briques roses et violettes à l'intérieur que c'est extrêmement malin. Ça reprend le concept de Disney Brick, c'est-à-dire le concept de container, enfin des geeks de la brique, pardon. Voilà, donc ils ont fait un container, et le container est pas super esthétique dans l'absolu, mais à l'explosion ça marche parce que Éric Antoine il vient taper dedans, ça pulvérise le truc en volume, ça part en morceaux, ça fait pas une crêpe. Ça aurait été très certainement un peu moins joli si ça avait été par exemple le cas de la chute libre. Pour ce qui est par contre du caractère humain de cette destruction, si vous avez vraiment l'œil, vous voyez que la batte attaque vraiment en bas à gauche du modèle, et c'est limite, je pense qu'à peu de choses près, il tapait le poteau, il tapait pas le Lego. On passe d'ailleurs maintenant à l'explosion de la création des artistes déjantés. Bon, et là, je sais pas si vous avez remarqué pendant l'émission, mais en fait, il y a un gros cut de la mort, puisque du coup, pile au moment où Éric Antoine va taper la truite, eh bien, ça cut sur une destruction sur fond noir. Alors là, il y a plusieurs choses à remarquer. La première, c'est que si on regarde au ralenti les mouvements de la batte d'Éric Antoine, eh bien, en fait, il tape le poteau, hein, concrètement. Quand son mouvement d'attaque arrive au niveau de la création, bah, en fait, il est vachement trop bas. La batte est au niveau du poteau. Donc, ce qui a dû arriver, c'est qu'il a dû faire tomber la création. Il l'a pas explosé à coup de batte, et ils ont dû très certainement devoir reconstruire la création, puisque si on fait un comparo entre la création telle qu'elle est présentée avant le coup de batte et telle qu'elle est présentée juste avant de se faire détruire sur fond noir, on peut constater un petit écart notable au niveau des petites arêtes particulièrement. Bon, c'est un peu flag. Alors moi on m'a dit que ça avait été présenté dans l'extra brick, moi j'ai pas retrouvé ce moment-là, donc voilà, ça par contre ça concourt à l'explication de l'inéquité assez flagrante entre les modes de destruction, parce que là par exemple pour le cas de la batte de baseball, eh bien c'est fortement dépendant de l'humain qui le fait, c'est-à-dire entre deux personnes, mais on n'aura pas le même résultat parce qu'on n'aura pas tapé pareil, pas au même endroit, pas la même force, donc forcément on est tributaire du baseballeur. Néanmoins, pour ce qui est de la création par exemple du père et du fils qui était magnifique, ça rend vachement mieux que par exemple le cas de la chute libre. Maintenant qu'on a vu les 3 premiers modes de destruction, on va terminer avec le 4e, enfin, comme qui dirait la petite voix. Enfin, à cause des strikes, c'est moi qui fais la petite voix du coup. Bref, on passe aux explosions. Enfin, les explosions, qui est pour moi le plus gros morceau de cette vidéo, tant il y a de choses à dire. Le premier point, c'est que j'ai trouvé que les 2 binômes concernés ont été particulièrement enchaînés par le jury. Je vous rappelle que le Brickmaster avait énoncé les règles, et que c'était surtout l'aspect final au moment de l'explosion qui primait de prime abord. Là, quand même, petit moment choisi. Ah, ils ont pris cher. Si vous voulez poursuivre dans cette aventure... Bah va falloir vous sortir les briques de... Oh non, il a pas dit ça comme ça, mais ça voulait dire un peu pareil. D'accord. Bon courage. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Et là, c'est pas fini parce qu'ils vont voir l'autre binôme. Bonsoir. 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 Et là, ça y est, comme Disney Brick avec les putains, ça part en rafale. Je ne vois pas la mise en situation, le côté glacier, je ne vois pas de structure, de sol, tout ce que je vois c'est la plaque de base grise classique. Mais laissez-les terminer, voyez pas qu'il y a des briques blanches partout qui vont la faire la putain de montagne à côté. Ah putain, je trouve que là ils se font massacrer. Et là c'est le finish him.
Pour moi, il n'y a rien. Même si... Pour moi, il n'y a rien. Alors moi, je veux bien qu'on les secoue, là, mais clairement, on sait très bien que le binôme des inconnus, c'était un des binômes qui était, entre guillemets, le plus faible à ce moment-là de la compétition, quoi. Donc moi, je trouve que le jury aurait dû vachement plus les encourager plutôt que de les abattre. Parce que là, certes, ils se sont un peu relevés, mais ça va que j'ai trouvé que les deux s'en sont bien remis, et gros big up à Christelle qui a su reprendre en main Johan qui commençait un peu à dériver, à toucher le fond. En même temps, avec la cartouche qui venait de se prendre. Johan, est-ce que je peux me permettre de te proposer quelque chose? Alors tu vois, l'idée c'est qu'on mette des explosifs un peu partout, derrière, devant, t'en mets à Jean-Jacques. Mais surtout, c'est faut que ça pète, faut en mettre plein la vue à Georges. Tu vois le silo, on le bourre d'explosifs. Et donc là, à nouveau, bravo à Christelle qui a su remettre la barque un peu à flot. Et finalement, ils ont réussi à sortir quelque chose. On baisse pas les bras, on continue d'aller de l'avant, on empile les briques, on finit par s'accrocher. Et ils ont bien fait de s'accrocher et d'empiler des briques, parce que finalement, je trouve que l'explosion de leur création est certainement l'une des plus jolies. Et je suis d'ailleurs très déçu qu'ils terminent dans les deux moins bons. Voilà, ce qui me motive d'ailleurs à faire cette vidéo si longue autour de tout ce sujet de destruction de Lego. À noter qu'on va passer maintenant un peu dans le vif du sujet et de comprendre un peu pourquoi c'est si inéquitable. L'explosion, le fait de jouer avec de la pyrotechnie, c'est tout sauf anodin. D'ailleurs, il devait très vraisemblablement avoir une équipe de pyrotechniciens, ou tout du moins de gens habilités, à pouvoir toucher ces substances hautement dangereuses sur le plateau et à les mettre en œuvre. C'est pas Eric Antoine ou les constructeurs eux-mêmes qui ont pu patouiller tout ça sans l'aide de personne, évidemment. Donc, le problème de la pyrotechnie et du fait de réaliser une explosion comme ça à l'intérieur d'un Lego, c'est que la configuration de l'explosif est hautement impactante sur le résultat. C'est-à-dire que... Bon, ah, puis merde, hein, non, je vais appeler un collègue de la NASA qui va vous expliquer ça mieux que moi. Posez un pétard à mèche sur la paume de votre main. Si vous l'allumez, que se passe-t-il? Vous vous brûlez, d'accord? Par contre, si vous allumez le même pétard en le serrant très fort, c'est votre femme qui vous versera votre ketchup jusqu'à la fin de votre vie. Bon, après, si le ketchup, il est sur de la petite côte de bœuf d'Angus, à la rigueur, je veux bien sacrifier une main. Bon, blague à part, vous l'avez compris, l'effet du confinement est hautement important sur l'effet de l'explosion. Si vous prenez votre pétard, ou tout du moins votre explosif, et que vous le mettez sur une surface ouverte, boum, la pression va énormément vite se répartir et se dissiper, si je peux expliquer ça comme ça, alors que si vous mettez votre pétard dans une enceinte fermée, un récipient, un bol, ce que vous voulez, bah vous comprenez que les effets vont être décuplés parce que la pression va augmenter dans une enceinte close avant de se libérer d'un coup. C'est un petit peu l'effet cocotte minute. Voilà. Mais oui, Jamy, ouais, je pourrais faire ça, mais oui, Jamy. Eh dis donc, Jamy, c'est quoi cette mode de faire exploser des Lego alors qu'on touche pas au Playmobil? Eh, laissez les Lego tranquilles, eh. Mais dis donc ça, David, je trouve que c'est une très bonne remarque, et pourquoi on ferait pas plutôt péter des Playmobil? Allez, sans transition aucune, on enchaîne avec la création des Parisiens, et vous allez voir que ça a merdé. Bon, vous êtes prêts les Parisiens, parce que moi je vais tout faire péter. Et boum! Bah voilà, c'est fini. Et là, c'est le drame. Tel que vous pouvez la constater derrière moi, l'explosion finalement fait un peu effet pétard mouillé parce que les panneaux latéraux se décrochent assez vite, libérant ainsi très rapidement la pression, l'empêchant finalement d'augmenter pour pouvoir nous faire une belle gerbe d'éclat telle qu'on aimerait l'obtenir. Et ainsi, bah, encore une fois, on a l'effet pétard mouillé. Comme vous pouvez le constater sur ces plans, il y a les passages de câbles, il y a le scotch, il faut effectivement équiper la fusée avec les différents éléments permettant de déclencher l'explosion. Et à ce titre, eh bien, comme l'a expliqué d'ailleurs Maximilien, je te remercie Maximilien, qu'il fallait qu'il laisse du passage à l'arrière pour pouvoir passer les fils, etc. Laisser du passage, c'est laisser des ouvertures. Laisser des ouvertures, c'est laisser des possibilités à la pression de s'échapper et ainsi de réduire le confinement. C'est pourquoi, mécaniquement, ou plutôt physiquement, eh bien, c'était vachement plus compliqué techniquement de réaliser une belle explosion si on n'avait pas ces éléments, entre guillemets, théoriques de compréhension de l'effet pyrotechnique avant de se lancer dans la construction. Si les candidats avaient été mis au fait qu'il fallait absolument confiner un maximum les pétards, enfin du moins les éléments d'explosifs, pour que ça rende le maximum, ils auraient fait quelque chose un peu comme les geeks de la brique, ils auraient fait des réservoirs un peu fermés à étage autour de la pyro pour que ça puisse fournir un effet le plus badass possible, ce qui concrètement pour les étudiants parisiens n'a pas du tout été le cas, ce qui encore une fois motive l'effet pétard mouillé. Si on décrypte rapidement les deux explosions qui nous sont proposées dans l'extra brique de cette soirée numéro 2, pour qu'il y ait de tels écarts de rendu à l'explosion, pour moi il n'y a que deux possibilités, soit les candidats étaient bien briefés sur les effets de l'explosif, ou alors ils ont une réglementation pyro qui est moins dure que la française, et les mecs ils ont chargé comme des cochons en explosif. Quoi qu'il en soit, le rendu, vous pouvez le constater ici, n'a rien à voir avec ce qu'on a fait
chez nous. Ta-na-na-na-na. Non, Jean-Michel, t'as tout fait péter, Jean-Michel. Non, descends. Non, Jean-Jacques, cours. Enfuis-toi, Jean-Jacques. Non, va tout... Non. Oh là là, triple salto du vaisseau rempli de studs, c'est un carnage. Ils sont tous morts. Mais non, Jean-Jacques, je t'avais dit de ranger les explosifs. Maintenant qu'on a profité un petit peu de ces images au ralenti, vous pouvez constater que l'explosion s'est réalisée en 3 temps sur le modèle des Inconnus. Explosion que j'aime beaucoup. Ils auraient pu faire mieux, mais dans l'absolu, je trouve ça déjà franchement vraiment très sympa. Alors tout d'abord, le premier silo, le silo bleu qui explose sur sa partie supérieure. Donc là, on voit très bien là où a été positionnée la charge. Elle a été positionnée en haut du silo, ce qui fait que le silo s'est ouvert directement, libérant la pression. Et là aussi, on a un peu l'effet pétard mouillé. Ça aurait été plus sympa de faire un silo peut-être avec plusieurs couches à l'intérieur pour qu'il soit plus costaud et ça aurait vraiment explosé comme dans un film. C'est un film d'action hollywoodien. Et ça, c'est une question de conception et de compréhension du mécanisme, c'est dommage. Deuxième effet qui se coule, le second silo qui pète, cette fois-ci à la base. Donc on voit que la charge a été placée beaucoup plus bas. C'est plus malin. Là déjà, ça donne un effet un peu plus sympa. Et enfin, le bang final qui est le plus réussi selon moi, c'est l'espèce de bout de bâtiment qui explose et qui se soulève. Là, très certainement. Et n'hésitez pas, Christelle et Johan, à compléter dans les commentaires, à me donner vos avis sur l'explosion. Très certainement que la charge a été positionnée en dessous, ce qui a permis de décoller l'élément Lego. Et là, c'est vachement malin parce que ça produit un effet waouh. Et si tout avait été fait comme ça, les gars, les dames, vous finissiez premier. Bilan des cours sur cette première épreuve, c'est finalement les étudiants parisiens qui partent, suivis de très près des Inconnus qui sont avant-derniers sur cette épreuve. Mais avant toute chose, malgré le caractère aléatoire du tirage au sort, sincèrement, c'était la première émission. Je pense qu'il fallait mettre à peu près tout le monde sur le même pied d'égalité. Moi, je trouve ça... Alors, c'est vrai que c'est random, hein, bien sûr, hein, c'est random. Mais là, il y a un trop gros écart de résultats. Concrètement, la chute libre, c'est quand même pas ouf. C'est pas ouf et on voit très bien que les papas belges, bon, ça n'a pas donné un résultat tip top. Les explosions, ça a mal été exploité, ça n'a pas donné un résultat tip top. Pour ce qui est de la batte de baseball, bah, visiblement il y a eu un très gros raté parce que à ma main a coupé que effectivement la création des artistes déjantés, elle est tombée par terre, elle n'a pas été tapée par la batte, donc échec. Très beau résultat sur celle du père et du fils. Et enfin, les deux créations qui ont explosé sur la rampe ont vraiment bien donné. Donc c'est ces deux modes de destruction là qui sont les plus sympas. Et là où ça a marché, c'est pas le rendu en lui-même, même si le vaisseau des geeks était sympa, mais ce qui a rendu, c'est les deux réservoirs orange qui ont pété. Ce qui a rendu, c'est l'extraterrestre qui a pété. Ce qui a rendu sur la création du père et du fils, c'est pas que la création était belle, c'était tout moche. C'est un monstre vert, c'est un slime, c'était moche. Ce qui a rendu, c'était le contenu qui a explosé à l'intérieur. Donc c'était vraiment raccord à la thématique qui avait été expliquée par le Brickmaster au début de l'épreuve. Tout comme l'explosion des Inconnus qui pour moi a vraiment bien rendu et qui à minima aurait dû plutôt être en 3e position plutôt qu'en avant-dernière. Et là, bah, il se serait peut-être pas fait sortir à l'émission précédente. Voilà, donc je suis pas content. Voilà, je suis pas content. Et ça s'adresse à la production de M6. Vous corrigez cette épreuve pour la prochaine saison, vous la remettez pas comme ça. C'est pas correct. Non, c'est pas correct. Alors oui, on va me dire, oui, mais Dimitri, dans Top Chef, ça c'est William qui me l'a dit, très juste titre, hein. Oui, mais quand les mecs, ils ont des ingrédients mystères pour faire un plat et que c'est soit le foie gras, soit la betterave, bah oui, c'est sûr que c'est pas équitable. Bah ouais, je veux bien qu'on pousse les gens à se dépasser, mais encore une fois, là, moi je suis pas convaincu que toutes les clés ont pas été mises dans les mains des candidats, parce qu'un Top Chef, ça reste un Top Chef, c'est des professionnels de la cuisine, entre le foie gras et la betterave, ils savent en faire quelque chose. Par contre, là, la pyrotechnie, c'est autre chose, et je suis à peu près convaincu, hein, je vais pas m'en mettre ma main à couper, mais pas loin, que ni les étudiants, ni les Inconnus étaient des spécialistes en pyrotechnique, et donc ils connaissaient pas les mécanismes physiques qu'il y avait derrière. Donc c'était pas équitable. Voilà, c'est tout, c'était pas équitable. Verdict final de Dimitri là-dessus, c'était pas équitable. Deuxième épreuve, on va passer à Mac 12 parce que si la vidéo est aussi longue que je le suppose, vous serez déjà tous morts quand on arrivera sur cette deuxième partie. Alors déjà, on peut constater qu'il y a une rupture de comportement du jury sur cette seconde épreuve que je trouve vachement plus bienveillant. On retrouve le même binôme des Inconnus qui est en galère avec son tablier de pont et vous allez voir que c'est quand même vachement plus sympa. Alors là, Georges, il essaye d'expliquer que plutôt que de se concentrer sur le tablier, faudrait peut-être commencer à faire les poteaux, parce que ce qui va tenir le pont à la fin, eh ben c'est les poteaux.
Dans tous les cas, il vous faut un Si on tablier. a juste un tablier et que je pose une petite voiture dessus et qui se plie en deux, vous avez perdu. Et là, pour le coup, je trouve les conseils de Georges tout à fait pertinents. Au lieu de s'agacer comme des tardes sur le tablier, là, Johan et Christelle, vous auriez dû bosser un peu les piliers, voilà. Et surtout que quand ils reviennent un peu plus tard... Il vous a conseillé d'attaquer large pour avoir quelque chose de solide. Oui. Ouais, mais on s'est quand même dit que faire un tablier stylé, bah ce serait quand même super stylé. On n'avance pas à la vitesse qu'on veut. C'est pas avancer à la vitesse qu'on veut, c'est que là, Georges, il a raison. Il vous a donné des conseils pertinents et vous êtes resté sur le tablier. Donc malheureusement, c'est vrai que vous sortez là-dessus. Et je pense que c'est pour le coup sur l'épreuve des ponts, pas faute d'avoir été prévenu. Désolé. Bon, et bien sûr, hein, cette épreuve des ponts qui a été forte en sensation et en suspense. Hein. Moi, je la dédicace à Alban et Xavier, hein, qui ont cartonné et tout. Moi, j'adore leur pont. Regardez-moi ça. Écoutez, moi je trouve qu'il est magnifique ce pont, le choix de couleurs est parfait, il n'y a rien à dire. Pour rebondir sur le début de la vidéo où je disais que j'avais trouvé le comportement d'Éric Antoine bien plus sympa sur ce second épisode par rapport au premier, on le voit ici en image quand il essaye de filer un coup de main. Oh là là les gars, vous me filez grave le stress, je peux vous aider, je sais pas trop comment faire. Attendez, je vais mettre mes mains en dessous comme ça, ouais voilà, comme ça. Bon et là la pression est à son comble, hein. À mon avis il y a des gouttes de sueur un petit peu partout et je trouve ça limite touchant que Éric Antoine se préoccupe autant des candidats et du devenir de leur pont. Seule remarque que je pourrais formuler, il met les mains là où c'est le plus fragile, à la jonction entre les deux arches, là où il y a quasiment pas de briques. S'il avait pété le pont, un peu comme les coups de batte, ah je vous dis pas, ils auraient été à la déprime. Bon, et en faisant cette vidéo débrief, évidemment, je pouvais pas éluder ou ne pas vous mettre la petite séquence émotion du passage du cap des 450 par l'équipe des papas belges. Info très importante les gars, on est à 433 kilos là. Si jamais Xavier recoule un bronze de 20 kilos, on pète le record du monde, ouais les gars. Allez, clin d'œil mon Alban. Tu vas voir que je vais te le poser ton petit bronze de 20 kilos, mais je vais faire durer le suspense, délicatement, tout doux, comme ça. Ouais, cri de joie, ouais, c'est super, vous avez assuré les Belges, tape dans les mains mon copain, ouais, c'est trop bien. Oh, putain Alban, je crois que j'ai une poussière dans l'œil. Évidemment, du coup, je félicite les papas belges pour cette belle performance, ainsi que les artistes déjantés qui ont réitéré un petit peu après. Hein. De toute façon, ils avaient des structures de pont assez similaires, et tous les binômes qui ont fait leur devoir et qui ont vu les autres épisodes de Lego Masters à l'étranger, les épreuves étant identiques, quelqu'un qui se prépare bien sait comment fabriquer un pont logiquement, et là, clairement, il y a eu de la belle réalisation. Petit modulo qu'on peut quand même apporter à tout ça, il n'y a pas de record du monde, parce que déjà, il n'y avait pas les petits gars du Guinness Book qui étaient là pour homologuer le record. De plus, il faut bien comprendre que les seuils qui ont été atteints par les équipes américaines en l'occurrence ont pas été plus loin, parce que pour des raisons de sécurité, ils ont aussi stoppé d'empiler des poids, pardon. Donc voilà, c'est pas vraiment un record, disons qu'ils ont fait aussi bien que les Américains, et c'est très bien, je vous en félicite les petits gars, et que pour tous ceux qui ont posé la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis plus de poids, et ben la question elle est vite répondue. Désormais, pour des questions de sécurité, c'est Georges, habitué aux constructions XXL, qui va déposer les poids sur les ponts. Et on voit que même pour Georges c'est un petit peu chaud cacao, petit extrait. Heureusement qu'il est souple sur les pattes arrière depuis l'escabeau, Georges, parce que, mine de rien, là, côté sécurité, on est tout à fait borderline. Malgré le fait évident qu'ils ont des EPI, en l'occurrence pour Georges, vous le voyez très brièvement, les petites surchaussures à coque qui viennent se mettre au niveau du nez des chaussures et sangler avec des scratchs. D'ailleurs, les artistes déjantés les ont aussi, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils doivent se passer les surchaussures au fur et à mesure que les binômes changent et passent chacun leur tour pour charger leur pont. Ça reste néanmoins limite, et je pense aussi, compte tenu de la disparité des poids qu'on voit sur le pont des papas belges et celui des artistes déjantés, que la production est absolument pas préparée au fait qu'on puisse supporter autant de poids. C'est con parce que les Américains s'étaient montés à 450, donc il fallait prévoir au moins 500 voire même un peu plus au cas où, ce qui à mon sens par la prod avait pas du tout été prévu, et enfin là on voyait qu'on était limite. C'était limite. Donc ils ont quand même bien fait de faire charger tout ça par Georges, qui est quand même un spécialiste. Néanmoins, côté sécu, je comprends que Éric Antoine, il avait un peu les miquettes et qu'il s'est un peu inquiété parce que un blessé sur un tournage, ça le fait pas trop quoi. À charge de revanche pour la saison prochaine que l'équipe de production sera bien plus préparée, ainsi que les candidats d'ailleurs, pour la construction de leur pont et pour le chargement. Encore une fois, on ne parle pas de record du monde parce que c'est absolument pas homologué. On n'est que dans des statuts de comparaison entre performances, on va dire ça comme ça. Encore une fois, des performances qui ont été limitées
pour des raisons de sécurité, on appréciera quand même la belle performance de nos Français. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal pour cette vidéo débrief du second épisode qui sort du coup après le troisième, parce que vu l'heure là où je termine le rush, on est mardi à 20h et dans une heure le troisième épisode commence. Voilà, donc c'est le début d'année, on commence tranquille. Dans tous les cas, j'espère que cette grosse vidéo débrief vous aura tout autant intéressé que la première. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser des commentaires, à donner vos avis, bien évidemment toujours dans la bienveillance. Je préparerai un débrief sur le troisième épisode, j'ose l'espérer, je sais pas quand est-ce qu'il sortira. En tout cas, merci à tous de vous abonner tout le temps aussi nombreux. On a passé les 17 000 à peu près au moment où je tourne cette vidéo, donc le rythme des abonnements en ce moment est juste dingue. Ça devrait se calmer sur janvier, mais pour l'instant on est dans la fureur du dragon. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo très largement et à laisser vos avis comme d'habitude, ça me fait plaisir et on en discute toujours ensemble dans les commentaires. Allez, je vous laisse parce que moi je vais aller manger avec du ketchup bien sûr avant de partir en live pour mater le troisième épisode avec vous sur Twitch. Vous avez les liens en description et en commentaire épinglés. Des bisous tout le monde, une très bonne soirée et à très bientôt.